Je n'avais même pas encore retiré mon manteau quand ma mère l'a dit, « Pourquoi es-tu venue pour Noël ?» Elle se tenait près du sapin, sirotant un vin blanc déguisé, me regardant à peine. Ses yeux étaient fixés sur ma fille comme si elle était quelque chose d'étranger. Mon bébé de 9 mois venait de se réveiller du trajet, les joues rougies par le froid, sa petite main agrippant le bord de mon écharpe. Elle ne pleurait même pas, juste calme, curieuse, essayant de comprendre toutes ces lumières. Mais cela n'avait pas d'importance. Ton bébé met les gens mal à l'aise, a ajouté ma mère. Je l'ai juste regardé fixement. Mon père, qui n'avait pas levé les yeux du match de football américain à la télé, a ricané comme s'il s'agissait d'une sorte de chute de plaisanterie. Il a raison. Passe ton tour pour celle-là. Je restais là, tenant mon bébé d'un bras et un sac de course réutilisable géant rempli de cadeaux soigneusement emballés de l'autre. J'avais mal au dos à cause de la longue route. Je me remettais encore d'une mamite la semaine précédente, et mon manteau d'hiver était humide de neige fondue. Je n'étais pas venu en attendant grand-chose, juste un Noël normal, mais même cela était apparemment trop demandé. Personne n'a proposé de prendre le sac. Personne n'a demandé comment nous allions. Ma sœur Jenny est arrivée de la cuisine, déjà à son 2e mimosa, et m'a regardé comme si j'avais apporté quelque chose de dégoûtant. L'un de ses enfants était assis par terre en train de jouer avec un nouvel iPad probablement offert par moi, si l'on se base sur l'année dernière. Elle ne m'a pas salué non plus. J'ai changé le bébé de hanche et je leur ai dit, si je ne suis pas la bienvenue, c'est très bien, mais sachez que c'est la dernière fois que je fais ça. Ma mère a scié. Jenny a ricané. Mon père a gloussé. Je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit sans émotion, si vous ne voulez pas de moi ou de ma fille ici, alors je vais arrêter de financer votre mode de vie. Cela les a fait taire une seconde. Puis les rires ont commencé, mais pas le genre qui détend l'atmosphère. C'était moqueur. Mon père a même applaudi une fois. Jenny s'est appuyée contre l'encadrement de la porte de la cuisine et a dit quelque chose sur les hormones postpartum. Ma mère a marmonné quelque chose sur mon besoin constant d'attention. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement répété, vous ne recevrez plus un seul dollar de ma part. Plus d'aide pour l'hypothèque. Plus de frais de scolarité. Plus de transfert d'argent d'urgence. Plus de courses, de cours de danse classique, d'appareils dentaires, de mensualités de voitures, d'assurance locative. Vous avez tous vécu à mes crochets comme des parasites pendant des années tout en me faisant sentir que j'étais le fardeau. Je suis entré dans le salon, j'ai posé le sac de cadeaux emballé sur le sol à côté de la cheminée, j'ai pris mon sac à langer et je me suis retourné. Jenny m'a suivi vers la porte. Tu pars vraiment ? Tu vas gâcher Noël pour tout le monde à cause d'un caprice de bébé qui n'a même pas encore eu lieu. Je n'ai pas répondu. J'ai attaché ma fille dans son siège auto alors que la neige recommençait à tomber, des flocons lourds et épais qui brouillaient le pare-brise au moment où je suis monté. Les routes devenaient de plus en plus mauvaises, mais je ne restais pas. Je préférais glisser dans un fossé que de passer une heure de plus dans cette maison. Le trajet du retour s'est fait en silence. Ma fille s'est endormie rapidement, et je la regardais toutes les quelques minutes. Sa tétine bougeait à chaque respiration, et la lueur du tableau de bord rendait son visage incroyablement doux. Je n'ai pas pleuré, pas même une fois. Je pense qu'une partie de moi s'attendait à ce que cela se passe ainsi. Quand nous sommes enfin arrivés dans mon allée, il était près de minuit. La neige s'était accumulée en congère le long du passage. Je l'ai portée à l'intérieur, j'ai embrassé son front et je l'ai déposé doucement dans le berceau. Puis je me suis assise sur le bord du lit, pensant aux cadeaux que j'avais laissés dans leur maison. Je me suis rendu compte que je n'avais même pas mis d'étiquette avec les noms. J'avais mémorisé chacun d'eux, à qui il était destiné, ce que j'avais pensé en l'achetant. J'ai pensé que peut-être il les ouvrirait et ressentirait quelque chose. Mais au fond de moi, je savais qu'il ne le ferait pas. Personne n'avait prononcé son nom de toute la soirée. Pas une seule fois. Et pour la première fois de ma vie, je ne voulais pas qu'il le fasse. Le lendemain de Noël, je me suis réveillé dans le silence. Aucun message de ma mère. Aucun appel manqué de Jenny. Rien de mon père. Pas même un emoji paresseux ou une photo des jumeaux tenant leurs cadeaux. On pourrait croire que je n'avais pas passé 3 jours à choisir ces cadeaux avec soin ou conduit 2 heures à travers une tempête de neige juste pour m'entendre dire que je n'étais pas la bienvenue. Je me suis assise dans ma cuisine avec un café tiède, regardant ma fille étaler sa purée de bananes sur le plateau de sa chaise haute, et j'ai réalisé que j'avais fait quelque chose d'irréversible.
Pas seulement en partant, mais en disant la vérité tout haut sur l'argent, sur le fait qu'il profitait de moi depuis des années, sur mon épuisement à prétendre que cela ne me dérangeait pas. Je pensais chaque mot, mais le silence piquait quand même. Je n'étais pas surprise qu'ils ne me contactent pas, j'étais surprise de la rapidité avec laquelle ils étaient passés à autre chose. Le soir venu, j'ai arrêté de consulter mon téléphone et je l'ai éteint. Cette nuit-là, j'ai donné de la purée de carottes à ma fille, je lui ai donné un bain et je l'ai regardée s'endormir avec ses petits doigts enroulés autour des miens. Elle avait l'air si paisible dans son berceau, si innocente. J'ai chuchoté, tu ne grandiras jamais en pensant que ce genre d'amour est normal. Je te le promets. Le lendemain matin, je l'ai entendu, on frappait. Pas un seul coup. Pas le genre amical. C'était fort, répété et persistant. J'ai jeté un coup d'œil au babyphone, elle dormait encore. J'ai marché pieds nus jusqu'à la porte, je l'ai entr'ouverte et j'ai failli la refermer brusquement. Toute ma famille était sur mon perron. Ma mère tenait un récipient Tupperware comme une offrande de paix. Mon père avait son chapeau baissé, les yeux mi-clos comme s'il ne voulait pas être dérangé. Jenny se tenait à l'arrière, les bras croisés, flanquée des jumeaux qui se lançaient des boules de neige. Son mari était assis dans leur fourgonnette, le moteur tournant comme s'il ne prévoyait pas de rester longtemps. Je n'ai rien dit, j'ai juste ouvert la porte assez grand pour les laisser entrer. Ils ont défilé comme si de rien n'était. Ma mère a fait tout un plat en enlevant ses bottes sur le paillasson. Elle est allée droit dans la cuisine et a posé le récipient sur mon comptoir sans demander. Mon père s'est affalé sur mon canapé. Jenny ne m'a même pas regardé, elle était déjà sur son téléphone. Il leur a fallu à peine 5 minutes pour se mettre à l'aise. Puis sont venues les voix douces, les tons d'excuses. Ma mère a dit « Nous avons eu tort », tout en essuyant mon comptoir comme si elle m'aidait. Mon père a marmonné « Je ne voulais pas dire ça comme ça », tout en faisant défiler son écran. Jenny m'a dit « Ce n'était pas personnel. Tu étais juste émotive. » Il n'arrêtait pas de m'appeler comme ça, émotive, comme si c'était le problème. Pas les années passées à prendre. Pas la façon dont ils me faisaient sentir que je leur devais quelque chose pour le simple fait d'exister. Juste moi et mes émotions. Puis ils en sont venus à la partie qu'ils avaient répétée. Ils voulaient arranger les choses, repartir de zéro. Leur petite fille leur manquait. Ils voulaient faire partie de sa vie. Ils voulaient passer le nouvel an ensemble. Ma mère a souri et a dit qu'elle avait déjà de nouvelles décorations. Jenny a dit que son mari pouvait venir nous chercher. Mon père a proposé de déneiger mon allée. Pour une fois, ce n'était que de la poudre aux yeux. Ils n'ont jamais prononcé les mots, mais je le sentais dans tout. Ils tournaient autour du pot, le paiement de l'hypothèque était bientôt dû, le fils de Jenny avait encore besoin d'aide pour ses frais de scolarité, la voiture de ma mère faisait un bruit bizarre, le prix de l'essence avait augmenté, les courses aussi. J'étais assise là, tenant ma fille, écoutant simplement, hochant la tête au bon moment, faisant semblant d'y réfléchir. Cette nuit-là, après avoir mangé ma nourriture, utilisé ma salle de bain et agi comme si rien ne s'était jamais passé, ils se sont endormis. Mon père sur le canapé, Jenny dans ma chambre d'amis, ma mère dans le fauteuil à bascule avec une couverture, tenant toujours son thé comme si elle était la victime. Vers minuit, j'ai trouvé son sac à main dans la salle de bain. Elle l'avait laissé sur le lavabo. L'écran de son téléphone était allumé à cause d'un message récent. Je n'y ai pas touché, je n'en avais pas besoin. L'aperçu était juste là. C'était de Jenny, je t'avais dit qu'elle craquerait. Elle le fait toujours. Mes mains sont devenues engourdies. Je suis allé dans le salon et je les ai tous regardés ronflants, recroquevillés, confortablement installés dans la maison qu'ils ne pouvaient même pas faire semblant de respecter. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose de plus froid que la neige à l'extérieur. Ils n'étaient pas venus s'excuser. Ils étaient venus parce qu'ils perdaient leur distributeur automatique, et ils pensaient que je ne m'en rendrais jamais compte. Le lendemain matin, c'était comme s'ils n'étaient jamais venus. Ma cuisine sentait encore légèrement les restes qu'ils avaient apportés, mais c'était tout. Pas de mots, pas de remerciements. Juste un lit d'invité vide, un rouleau de papier toilette à moitié utilisé dans la salle de bain et un verre de vin dans l'évier avec une trace de rouge à lèvres que je ne reconnaissais pas. Ils sont partis juste après le petit déjeuner. Ma mère a bafouillé quelque chose à propos de m'appeler bientôt. Jenny a fait un sourire forcé, puis m'a rappelé que les frais de scolarité de son fils étaient à nouveau dus la semaine prochaine, comme si j'avais oublié. Mon père n'a même pas levé les yeux de son téléphone en montant dans leur SUV.
Je me suis tenu sur le pas de la porte et je les ai regardés partir, serrant ma fille contre ma poitrine. Elle était à nouveau calme, comme elle l'avait été presque toute la semaine. J'ai regardé la voiture disparaître, puis j'ai fermé la porte lentement, et quelque chose en moi s'est tout simplement arrêté. Je me suis assise par terre, là, dans le couloir, et je n'ai pas bougé pendant 20 minutes. Je n'étais même pas triste. J'étais fatigué d'une manière qui allait plus profond que le sommeil. À midi, j'avais ouvert mon application bancaire et j'ai survolé les paiements programmés, l'aide à l'hypothèque pour mes parents, le solde prépayé pour l'école des enfants de Jenny, la prime d'assurance de mon père, tout ce que je couvrais depuis 1 an et demi. Je ne les ai pas annulés, pas encore. Je fixais les chiffres comme s'ils pouvaient se réorganiser en quelque chose qui ait du sens. Je me disais que peut-être ils étaient vraiment désolés. Peut-être qu'ils étaient juste maladroits pour le montrer. Mais quelque chose en moi ne tournait pas rond, comme si j'étais encore surveillé. À 16h13, mon téléphone a sonné. C'était tante Linda. Nous n'étions pas proches. Elle avait toujours été la mère en retrait, la sœur aînée de mon père, veuve, sans enfant, le genre de femme qui m'envoyait des chèques de 25 $ pour mes anniversaires avec une écriture cursive parfaite et quittait discrètement les fêtes de famille tôt sans dire au revoir. J'ai décroché en m'attendant à quelque chose de gênant, mais sa voix semblait différente, calme, mais avec une sorte de poids qui m'a fait me redresser. Elle m'a demandé si j'étais seul. J'ai dit oui. Elle m'a demandé si elle pouvait me parler de quelque chose qu'elle avait entendu. Je lui ai dit qu'elle pouvait dire ce qu'elle voulait. Elle n'y est pas allée par 4 chemins. Elle a dit qu'elle était chez mes parents le lendemain de Noël. Elle était passée déposer une boîte de vaisselle. Rien de grave, juste une visite. Elle a dit que quand elle est entrée, il riait. Pas seulement rire, il se moquait de moi. Ils étaient assis autour de la table avec Jenny et son mari, buvant le reste du vin et parlant de mon attitude dramatique. Ma mère m'a traité d'hystérique. Mon père a dit, elle pense que nous avons besoin d'elle, mais elle reviendra en rampant. Puis Linda a dit qu'elle avait entendu Jenny dire, elle est brisée émotionnellement, pas financièrement. C'est le pire genre. C'est elle qui craquera la première. Je n'ai pas parlé. Je n'ai même pas respiré. Elle a continué. Elle m'a dit qu'ils avaient tout planifié. Ils avaient dit qu'ils me laisseraient quelques jours, puis qu'ils se présenteraient, feraient semblant d'être désolés et me remettraient là où ils me voulaient. Jenny a plaisanté sur le fait d'amener les enfants parce que, ça marche toujours. Ma mère a levé les yeux au ciel en disant à quel point je suis faible quand il s'agit de la famille. Mon père a dit, on la tient. Tenu? Ce mot a frappé plus fort que les autres. Linda s'est tue un instant. Puis elle a dit qu'elle n'avait pas l'intention de m'appeler. Elle ne voulait pas s'en mêler. Mais après ce qu'elle avait entendu, après avoir vu la façon dont ils étaient si sûrs de pouvoir me manipuler pour me remettre à ma place, elle ne pouvait pas l'ignorer. Elle a dit qu'elle savait qu'ils m'utilisaient, elle n'avait simplement pas réalisé à quel point c'était profond, à quel point ils étaient devenus cruels. Je suis resté assise en silence, regardant par la fenêtre les arbres nus se balancer au gré du vent, ma fille faisant la sieste dans la pièce d'à côté. J'ai senti quelque chose s'effondrer en moi. Puis quelque chose d'autre a pris la place. J'ai dit, merci. Elle a dit qu'elle était là si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit. Je l'ai cru. Après avoir raccroché, je suis allé directement sur mon ordinateur portable et je me suis connecté à chaque compte que j'avais lié à eux. J'ai tout annulé. Aide à l'hypothèque, terminé. Frais de scolarité, annulé. Assurance voiture, révoquée. Carte de course, désactivée. Forfait téléphonique familial, coupé. Et puis j'ai bloqué chaque numéro, ma mère, mon père, Jenny, son mari. En moins d'1 heure, les appels ont commencé. Puis les SMS de nouveaux numéros, Rachel, qu'est-ce qui se passe? Et, on pense que ta banque a eu un bug. Tu n'as pas fait exprès d'annuler tout ça, n'est-ce pas? Puis est venu le chantage affectif, comment peux-tu faire ça à ta propre famille? Tu punis les enfants. C'est tellement injuste après avoir essayé de faire la paix. Et mon préféré, tu réagis de manière excessive. Je n'ai pas répondu. Le soir, le ton avait changé. Ils avaient réalisé que je ne bluffais pas. Jenny a envoyé un long paragraphe disant que je ferais mieux de me rappeler qui était là pour moi quand mon mari est parti. Mon père a envoyé un SMS d'1 ligne, tu es en plein délire de pouvoir. Puis le silence. Je me tenais dans mon salon, tenant mon bébé,
la regardant essayer d'attraper le ventilateur de plafond comme si c'était la chose la plus magique au monde. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé quelque chose, ils ne m'avaient pas seulement sous-estimé. Ils avaient oublié à qui ils avaient affaire. Ils l'ont compris rapidement, plus tôt que je ne le pensais. Dès le lendemain matin après que je leur ai coupé les vivres, Jenny avait déjà laissé 2 messages vocaux d'un nouveau numéro. Le premier commençait par « Et, je pense qu'il y a un bug avec la banque » et se terminait par « Rappelle-moi dès que possible ». Le deuxième était moins amical. À midi, ma mère m'envoyait des emails à partir de 3 comptes différents. Tous disaient plus ou moins la même chose confuse, inquiète. Ne laisse pas une dispute tout gâcher. Elle m'a rappelé que j'étais émotive. Elle m'a rappelé qu'ils avaient essayé. Et bien sûr, elle m'a rappelé que, la famille, c'est pour toujours. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ouvert la plupart d'entre eux. J'étais assise à ma table de cuisine en train de boire du thé pendant que ma fille faisait la sieste quand le 3e message est arrivé. Celui-ci venait du mari de Jenny. J'ai failli ne pas le lire, mais la curiosité l'a emporté. Il disait, « Eh, je reste en dehors de ça, mais tu devrais savoir que ta mère perd vraiment les pédales. Elle parle d'avocat. Elle dit que tu as volé la famille. J'ai pensé que tu voudrais le savoir. » Je l'ai lu 2 fois. C'est là que j'ai compris. Ils n'étaient pas seulement en colère que je leur coupe les vivres, ils paniquaient parce que pour la première fois depuis des années, ils n'avaient plus le contrôle. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la rue couverte de neige. Tout semblait calme et paisible, mais je savais ce qui se tramait dans les coulisses. Ce n'était pas fini. Loin de là. Cet après-midi-là, j'ai commencé à recevoir des SMS de numéros inconnus. J'espère que tu vas bien. On devrait parler. Ta mère ne va pas bien. Tu blesses tout le monde avec ton cirque. J'ai éteint mon téléphone. Au lieu de sombrer, j'ai fait autre chose. Je me suis connecté à chaque compte financier que j'avais déjà connecté à E-Bank, opérateur téléphonique, services publics, paiements scolaires, abonnements médicaux, cartes de supermarché. Chaque fil sur lequel il pouvait tirer, je l'ai coupé. J'ai même retiré mon nom des formulaires de contact d'urgence de l'école où allaient les jumeaux de Jenny. Je n'étais plus leur filet de sécurité. Puis j'ai ouvert un tableur. Je ne prévoyais pas d'en faire quoi que ce soit, mais j'avais besoin de le voir par moi-même. 2 ans de transactions, carte cadeau pour les fêtes, complément d'hypothèque, chèque de loyer de dernière minute, réparation de voiture surprise, facture de thérapie de Jenny, médicaments de mon père, les 3 services de streaming différents de ma mère. Tout cela représentait plus que ce que j'avais gagné l'année de mon diplôme universitaire. Ce chiffre m'a frappé de plein fouet. Je ne les avais pas seulement aidés, j'avais financé leur vie. Vers 15 heures, on a sonné à la porte. Je me suis figé. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas. Personne. Je suis sorti, et posé sur mon paillasson, il y avait une boîte. Pas d'étiquette, pas d'expéditeur, juste du papier brun avec mon nom au marqueur noir. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée Noël il y a 3 ans. Moi sur le sol du salon tenant l'un des jumeaux de Jenny, tous les 2 en train de rire. Tout le monde avait l'air heureux. C'était le genre de photo qu'on verrait sur une carte postale, mais scotchée au dos, il y avait une note, « Tu as été heureuse une fois. C'est la version de toi qui nous manque. Réfléchis à ça avant de gâcher ce qu'il reste. » Pas de signature. L'écriture ne m'était pas familière, mais le message était clair. Ils essayaient de me culpabiliser pour que je revienne sur tout. Une manipulation subtile enveloppée de sentimentalité. Ça n'a pas marché. J'ai posé la photo face contre terre sur le comptoir et j'ai allumé toutes les lumières de la maison. Cette nuit-là, j'ai déplacé le berceau de ma fille dans ma chambre. Je ne pensais pas qu'ils feraient quoi que ce soit de téméraire, mais je ne leur faisais pas non plus confiance. Après qu'elle se soit endormie, je me suis assise sur le canapé dans le noir, à faire défiler l'écran. C'est là que je l'ai vu, une vieille amie de la famille avait posté sur Facebook un message vague sur la tristesse de voir des gens oubliés qui les a élevés. Elle ne m'a pas identifié, mais les commentaires étaient remplis de noms familiers qui abondaient dans son sens. Le nom de ma mère est apparu 3 fois. Elle répandait déjà sa version de l'histoire. J'ai quitté l'application, je me suis adossé et j'ai regardé le plafond. Et puis j'ai souri, car elle n'avait aucune idée d'à quel point les choses allaient empirer pour eux. Cela a commencé par une notification de paiement refusé.
La carte de crédit de Jenny avait été rejetée lors d'une visite de routine chez le dentiste. Elle essayait de payer un nettoyage de suivi pour l'un des jumeaux, quelque chose que je couvrais discrètement depuis des mois. J'ai reçu l'alerte parce que, apparemment, le compte était toujours lié à mon email depuis que je l'avais configuré pour elle l'été dernier. Puis est venu le SMS. Il était court, passif-agressif. Typique. J'espère que tu es contente. Ils ont dû reporter le rendez-vous. Les jumeaux étaient embarrassés. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fixé ce dernier mot pendant un long moment. Embarrassé. Pas par la façon dont elle avait ri dans mon dos. Pas par la manipulation ou le parasitisme. Elle était embarrassée parce que ses enfants avaient dû reporter un rendez-vous chez le dentiste. 1 heure plus tard, ma mère m'a envoyé un email. Une autre petite phrase, « Nous sommes tous très déçus par toi. » Je suis restée assise dans ma cuisine à fixer l'écran comme s'il allait dire autre chose si je lui laissais du temps. Je n'ai même pas pris la peine d'ouvrir le message complet. Je l'ai juste signalé, archivé et je suis passé à autre chose. Mais le ton changeait. Je pouvais le sentir. Ils n'étaient plus en colère, ils étaient en train de s'effondrer. Le paiement de l'école de Jenny avait été refusé aussi. Je l'ai appris quand le secrétariat de l'école m'a appelé, pensant qu'il y avait eu une erreur puisque j'étais la personne de contact financier enregistrée. Je leur ai dit de retirer mon nom de tout. Ils n'ont pas posé de questions. Le suivant à me contacter fut mon père. Il a utilisé un nouveau numéro, peut-être un téléphone jetable ou celui de quelqu'un d'autre, et a laissé un message vocal auquel je ne m'attendais pas. Il a commencé calmement. Il a dit qu'il pensait que les choses avaient échappé à tout contrôle. Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec tout ce que maman et Jenny avaient fait, mais que j'en faisais trop. Il a même dit que sa petite fille lui manquait. Puis il m'a demandé de l'appeler, disant que nous pourrions peut-être trouver un arrangement. J'ai écouté le message 2 fois. Cela semblait presque raisonnable. Presque. Mais pas une seule fois il n'a dit pardon. Pas une seule fois il n'a mentionné Noël. Pas une seule fois il n'a demandé comment j'allais. Il voulait juste que l'argent recommence à circuler. C'était tout ce que c'était, la gentillesse d'un homme réalisant que ses avantages lui échappaient. Le soir même, une amie commune m'a envoyé un message de nulle part. Elle a dit, « Je ne veux pas créer d'histoire, mais ta mère parle. Elle dit que tu es devenue froide, que tu t'en prends à la famille. Elle a même sous-entendu que tu faisais peut-être une dépression. » J'ai regardé ce message, sans surprise. C'était exactement ce à quoi je m'attendais, mais cela piquait quand même. Pas parce que c'était vrai, mais parce que je savais que ma mère croyait que cela pouvait être vrai. C'est dire le peu d'estime qu'elle avait pour moi. J'ai répondu, merci de m'avoir prévenu. Elle a envoyé un dernier message quelques minutes plus tard, tante Linda a posté quelque chose. Tu devrais voir ça. Je n'avais pas reparlé à Linda depuis l'appel. Je n'en avais pas eu besoin. Mais quand j'ai ouvert Facebook et que j'ai vu le message qu'elle avait écrit, j'ai littéralement arrêté de respirer pendant une seconde. Ce n'était pas long, juste un paragraphe. Elle écrivait sur ce que c'est que de voir quelqu'un donner et donner encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Sur la façon dont les familles confondent souvent générosité et obligation, sur la façon dont le silence devient complicité, et sur le fait que parfois, la chose la plus forte qu'une personne puisse faire est de partir. Elle n'a cité aucun nom, mais elle n'en avait pas besoin. Tous les membres de notre famille élargie sauraient exactement de qui elle parlait. En moins d'1 heure, les commentaires ont afflué. Des dizaines, puis des centaines des gens la remerciant, certains partageant leur propre histoire, et d'autres qui avaient l'habitude de commenter sous les messages de ma mère. Des gens qui avaient aimé toutes ces piques passives-agressives, les critiques subtiles, la fausse sympathie. Maintenant, ils se taisaient ou, pire pour elle, aimaient le post de Linda. Cette nuit-là, j'ai reçu un dernier message de ma mère. Il provenait de sa 4e adresse email. Il disait, « Cela n'a pas besoin d'aller plus loin. Ne lavons pas notre linge sale en public. Tu n'es pas cette personne, Rachel. Tu vaux mieux que ça. » Je me tenais dans mon salon en tenant ma fille, regardant ces mots et réalisant quelque chose que je n'avais pas pleinement accepté jusque-là. Ils n'avaient pas seulement vécu de mon argent. Ils avaient construit une image entière de moi, un personnage qui donnait sans fin, pardonnait sans fin, était disponible sans fin. Ils ne m'aimaient pas, ils aimaient le rôle que je jouais. Et maintenant, le rôle n'existait plus. J'ai donc fini par répondre. J'ai écrit, vous m'avez utilisé et ensuite vous vous êtes moqué de moi.
C'est fini. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai bloqué l'adresse, fermé l'ordinateur portable, et c'était tout. Aucune excuse n'est venue. Juste le silence. Et quelque part, je savais qu'ils étaient aux abois, car sans moi, les fondations se fissuraient. Les factures s'accumulaient. Les mensonges perdaient leur pouvoir. Les histoires qu'ils racontaient à mon sujet ne correspondaient plus à la version de moi qu'ils ne pouvaient plus atteindre. Le silence a duré 3 jours. Pas un appel, pas un message, pas même un autre numéro jetable. Je n'avais pas réalisé à quel point leur besoin de contrôle était profond jusqu'à ce que tout devienne silencieux. Car pour eux, le silence n'était pas une retraite, c'était une stratégie. Ils voulaient que je le ressente, que je pense que j'étais peut-être allé trop loin, que c'était peut-être moi qui déchirais la famille. Mais cette fois, ça n'a pas marché. J'avais déjà dépassé le stade de la culpabilité, dépassé la peur d'être trop ou pas assez. J'avais vu la réalité en face. Ils voulaient une version de moi qu'ils pouvaient gérer, pas la vraie. Pas la mère qui avait survécu à chaque nuit solitaire de jeune maman pendant qu'ils ignoraient mes appels. Pas la femme qui les avait tous maintenus à flot pendant des années alors qu'ils l'entamaient pièce par pièce. Je ne leur manquais pas. C'est l'accès à mes ressources qui leur manquait. Le 4e jour, on a frappé. Il neigeait à nouveau. J'ai ouvert la porte lentement, m'attendant peut-être à une livraison ou à une enveloppe glissée dans la fente. Au lieu de cela, j'ai vu tante Linda. Et pas seulement elle, son mari était là aussi, tenant un plat à gratin sous son manteau. Derrière lui se trouvaient leurs 2 enfants adultes, mes cousins, tenant des sacs de courses, des cadeaux et une boîte emballée avec le nom de ma fille écrit en grosses lettres colorées. Je n'ai rien dit pendant une seconde. Je les ai juste fixés. Linda a souri et a dit, « On s'est dit que tu n'avais probablement pas eu de pause depuis un moment. » Elle avait raison. Je les ai laissés entrer. Personne n'a posé de questions. Personne n'a mentionné ma mère ou Jenny. Personne n'a cherché d'excuses. Ils ont simplement rempli la maison de chaleur. Ma fille s'est illuminée immédiatement. Mon cousin s'est assis par terre et a joué à « Coucou le voilà » avec elle pendant presque 1 heure pendant que Linda préparait du thé et me demandait si j'avais du linge qu'elle pouvait m'aider à faire. Nous avons dîné ensemble. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose de chaud et de consistant. Ensuite, ils se sont assis avec moi dans le salon pendant que le bébé faisait la sieste. J'ai demandé à Linda pourquoi elle était vraiment venue. Elle a haussé les épaules. Parce que la famille n'est pas censée être conditionnelle, et parce que j'ai eu tort de rester silencieuse toutes ces années. Puis elle m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle a dit que ma mère l'avait appelée la veille hurlant, accusant. Lui disant qu'elle était bannie de la maison, de la famille, de tout. Disant qu'elle m'empoisonnait l'esprit, qu'elle détruisait la seule structure qui nous maintenait tous ensemble. Mais Linda lui a juste dit la vérité, la seule chose qui ait jamais maintenu la famille unie, c'était moi, et j'avais enfin pris mes distances. Cette nuit-là, après leur départ, je suis resté dans la chambre de bébé pendant un moment. Ma fille dormait dans son berceau, une main enroulée autour du bord de sa couverture. J'ai regardé son petit visage et je me suis demandé si peut-être, juste peut-être, cette partie grincheuse et sensible d'elle que tout le monde avait jugée si sévèrement n'était pas due au fait d'être difficile. Peut-être qu'elle savait, tout simplement. Peut-être qu'elle sentait que l'amour n'était pas réel quand il était assorti de conditions. C'est peut-être pour ça qu'elle pleurait dans cette maison. Mais ce soir, elle n'avait pas pleuré une seule fois. Avant de me coucher, j'ai ouvert la boîte qu'ils avaient laissée pour elle. À l'intérieur, il y avait des jouets faits main, une photo encadrée de nous 2 datant d'il y a quelques années, et une carte. Ce n'était pas long, juste quelques mots dans l'écriture cursive familière de Linda, « Tu n'es pas seul. » Plus maintenant. J'ai refermé la boîte et je l'ai posée sur l'étagère au-dessus de son berceau. Et pour la première fois depuis Noël, j'ai dormi toute la nuit. Pas de culpabilité, pas d'hésitation, pas besoin de vérifier mon téléphone pour voir qui avait besoin de quoi. Juste la paix, le genre de paix qui vient quand on arrête enfin de demander aux gens de vous aimer comme vous en avez besoin et qu'on commence à s'aimer assez pour partir quand ils ne le font pas.